Bonjour et bienvenue à 15 minutes cardio. Aujourd'hui, nous allons parler des moyens de dépistage de la fibrillation atriale avec le docteur Franck Halimi. Franck Halimi, bonjour. Bonjour Pierre. Alors Franck, on fait une émission sur la fibrillation atriale. Est-ce que ça a encore un intérêt d'en parler? La fibrillation atriale, c'est un problème de santé publique, c'est un problème majeur, comme on va le voir tout à l'heure, qui concerne une grande partie de l'humanité, notamment les pays riches, les pays occidentaux. Est-ce qu'il y a une spécificité justement de ces pays riches ou est-ce que c'est simplement parce qu'on vieillit tous, c'est les cheveux blancs du cœur? Non, c'est certain que plus on vieillit, puisque la prévalence, c'est le nombre de patients qui sont atteints de la pathologie, c'est sûr que plus on vieillit, plus on a de maladies, plus on va développer de la fibrillation atriale, parce que comme on le verra tout à l'heure aussi, c'est une pathologie qui intervient plutôt chez le sujet âgé. Mais je tiens à insister là-dessus, c'est aussi une maladie des pays occidentaux, parce que c'est très fortement associé à notre comportement, peut-être à nos déviances comportementales que sont la sédentarité, l'obésité, le diabète, l'hypertension, toutes ces pathologies qui malheureusement, de façon indépendante, vont conduire à développer la pathologie, la fibrillation atriale. Un petit point aussi, c'est qu'à âge égal, on pourra comparer le Japon aux États-Unis par exemple, pour constater qu'aux États-Unis, on aura plus de 900 patients pour 100 000 habitants qui développent de l'AFA, alors qu'au Japon, pays développé aussi, pays âgé aussi, on a moins de 600 patients pour 100 000 habitants. Donc on voit que c'est une combinaison de facteurs qui contribuent à la survenue d'une fibrillation atriale. C'est très important. Combinaison de facteurs qu'on prendra dans leur globalité, en effet. Merci Franck, et tout de suite des chiffres clés avec Olivier Chabot. Merci Pierre. Effectivement, voici quelques données épidémiologiques concernant la fibrillation atriale. Dans ces informations issues des dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie, on voit que la fibrillation atriale est l'arythmie la plus fréquente dans le monde, avec une prévalence de 2 à 4%, soit environ 43,5 millions de la population générale, avec une prédominance dans les pays développés. Autre point important, c'est que 1 patient sur 3 risque d'avoir une fibrillation atriale après 50 ans. Et ces données vont être multipliées par 2,3 d'ici 2060, essentiellement liées à l'augmentation de l'espérance de vie dans la population générale, mais aussi à un meilleur dépistage de la fibrillation atriale. Voici donc des chiffres qui vont nous permettre de poursuivre le débat avec notre expert, Franck Halimi. Merci Olivier pour ces chiffres clés. Donc on a bien vu, mais Franck, qu'en est-il finalement? Les patients, là, ils ont vraiment un risque, y compris en France, qui reste élevé, les patients en fibrillation atriale? Alors, lorsqu'ils sont bien pris en charge, ce risque, l'idée c'est de faire baisser, voire d'annuler ce risque. Mais évidemment, il faut rappeler que la fibrillation atriale, c'est une pathologie grave. C'est une pathologie qui est associée à une augmentation de la mortalité de 1,5 à 3,5 fois, un risque relatif de plus de 3 fois de mourir. Il y a l'association avec l'AVC ischémique. On sait que 20 à 30% des AVC ischémiques sont associés avec une fibrillation atriale. Il y a aussi toute la question relative à la dysfonction ventriculaire gauche, puisque l'AFA peut précipiter une cardiopathie vers l'insuffisance cardiaque et voire parfois même développer une cardiomyopathie rythmique, c'est-à-dire que le patient avec un cœur sain va finalement développer une insuffisance cardiaque. Mais il y a aussi tout ce qui concerne le déclin cognitif, là, quelque chose d'un petit peu moins bien connu, avec possiblement des micro-embolies cérébrales. Il y a tout l'impact psychologique. Et puis il y a aussi ce qui est très important, le coût pour la société, puisque l'AFA conduit à de nombreuses hospitalisations et ça a un coût considérable pour la collectivité. Indépendamment du coût de l'AVC, comme vous l'avez dit, puisque finalement 30% d'AVC en rapport avec la fibrillation atriale, quand on sait qu'il y a plus de 100 000 AVC par an en France, ça veut dire un nombre considérable de patients qui vont avoir un handicap important. Et puis ce que j'aime bien dans votre notion, c'est le côté déclin cognitif qu'on ne connaît pas assez, peut-être les cardiologues. Et on s'aperçoit quand on voit les gériatres qu'il y a aussi le mauvais contrôle tensionnel qui contribue à ce qu'on appelle le fourre-tout, l'Alzheimer. Mais finalement, l'AFA, c'est quand même très très important de bien traiter, bien contrôler. Certainement, certainement. Et justement, avant cette émission, on a interrogé un certain nombre de vos collègues et il y a une question qui ressort fréquemment, c'est pourquoi un dépistage précoce conduit-il
un meilleur pronostic et comment faire ce dépistage? Alors oui, toute la question est là. On a vu qu'une FA bien traitée, eh bien, on annulait, ou en tout cas on diminuait le risque inhérent à la pathologie. Donc tout est basé, tout va être, la question clé, ça va être de dépister rapidement, précocement la fibrillation à un stade préclinique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a nombre de fibrillations atriales qui sont asymptomatiques. Donc on va devoir tout miser sur le dépistage. Et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations récentes de l'ESC qui insiste bien sur le fait qu'au-delà de 65 ans, en classe 1, on doit faire un dépistage qu'on appelle opportuniste de la fibrillation atriale, c'est-à-dire un petit peu à tout moment. Alors, comment dépister? Quels outils? Donc, comment dépister? Alors déjà, de façon assez clinique, il faut apprendre, il y a un côté éducationnel, il faut apprendre aux patients à prendre leur pouls, tout bêtement. Et ça, c'est déjà extrêmement rentable, leur expliquer comment prendre leur pouls, et de savoir dépister un rythme cardiaque irrégulier. Vous avez aussi beaucoup de patients qui prennent leur pression par automesure. Or, les brassards modernes vous indiquent l'irrégularité du rythme. Et ça, il faut qu'ils sachent vous le rapporter aussi. Après, on a tout un tas d'outils, et notamment dernièrement avec tous les outils connectés qui sont à notre disposition, c'est absolument considérable. On peut les citer, on peut les citer. Alors, il y a les moniteurs... par exemple, à partir des smartphones, on peut faire des enregistrements, une piste volontaire, intermittent. Mais il y a aussi aujourd'hui les montres connectées et tous les objets connectés qui marchent par plétismographie, soit discontinus, soit semi-continus quand on parle des montres. Et puis évidemment, plus classique, il y a les enregistreurs Holter externes, qu'ils soient continus ou sous forme de loop recorder. Et puis ça va même jusqu'aux moniteurs implantables, notamment par exemple... Dans l'AVC cryptogénique, c'est un outil intéressant. Oui, absolument, tout à fait, pour dépister de l'AFA qui n'aurait pas à ce stade été encore dépistée. Il y a une affirmation qui va s'afficher derrière moi. Cette affirmation, vous allez la commenter, c'est la mortalité globale n'est pas différente entre un groupe de patients en fibrillation atriale et un autre en rythme sinusal. Bon, alors ça, je vois à quoi il fait allusion. L'étude affirme... Un pavé dans la mare, c'est sur 2002, publication dans le New England, sur un critère extrêmement dur qui était la mortalité globale. Eh bien, un groupe rhythm control, c'est-à-dire on s'astreint à maintenir le rythme sinusal, versus un groupe rate control, où on va simplement ralentir la cadence. Eh bien, dans Affirme, malheureusement, au terme du suivi, ce critère dur de mortalité n'a pas été significatif. Donc, en gros... Alors, cependant, comme vous le dites, c'est 2002. C'est 2002. Et puis, il y a quand même des... Alors, d'abord 2002, et puis, en 2002, il y a une chose qu'on n'avait pas. C'était l'ablation. Déjà, il faut vraiment souligner ce point-là, parce qu'on utilisait quoi? Des antiarythmiques à des doses parfois extrêmes, pas toujours très très bien. Et puis, il n'y avait pas une très bonne stratification du risque embolique. Le score SHADS, on ne le connaissait pas. Non. Et on voit que, notamment aux États-Unis, chez les patients qu'on remettait en rythme sinusal, beaucoup de patients, on arrêtait le traitement anticoagulant et on se retrouvait avec des surmortalité par AVC. Donc, OK, Affirme, ça n'a pas permis de démontrer, mais on peut dire a posteriori que c'est plus vraiment l'actualité. Voilà, Affirme, c'est 2002, 18 ans, il s'est passé des choses. Alors justement, dites-nous, Franck, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a l'ablation, comme je l'ai dit, il y a la meilleure stratification du risque embolique par le score SHATS-VASc, etc. Mais il faut toujours s'appuyer sur des données numériques solides. Et alors, on a en l'occurrence une étude qui a été publiée à l'ESC 2020 à Paris, qui est l'étude EAST-AFNet 4, qui est une étude intéressante dans la mesure où elle va, alors cette fois-ci, non plus s'appuyer uniquement sur la mortalité globale, mais comme on le fait plus aujourd'hui, des critères composites associant la mortalité cardiovasculaire, l'AVC, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou pour syndrome coronaire aigu. Lorsqu'on a, dans une population un peu sélectionnée de patients de plus de 65 ans avec un peu de facteurs de risque, eh bien, on va démontrer cette fois de façon certaine, statistique, que les patients rhizome contrôle s'en sortent mieux que les patients chez qui on ne s'astreint pas à ce contrôle précoce du rythme dans la première année. Et comme vous l'avez dit, des FA plutôt récentes, quoi. Moins d'un an, en l'occurrence, dans cette étude EAST-AFNet 4, avec quand même, c'est pas tout à fait le tout venant non plus, il y a quand même une certaine notion de risque associée, mais les courbes sont divergentes à 5 ans, et clairement, maintenir les patients en rythme sinusal, il faut quand même le dire,
c'est bénéfique pour le malade. Et là, on ne parle pas du terme de la question rythmique, on parle vraiment de la mortalité, des questions lourdes. Et quelle que soit la stratégie finalement, parce qu'il y avait évidemment l'ablation qui rend de nombreux services, et bien en plus les traitements antiarythmiques qui restent tout à fait valides. Alors je crois que ça c'est un point que je vous remercie de souligner, parce que effectivement, pourquoi est-ce que ça va balancer vers le rhythm control, early rhythm control, notamment parce que on a l'ablation, et on voit qu'à 2 ans, on a 20% des patients qui ont bénéficié d'une ablation, et dans le groupe Rhythm Control. Et les auteurs, dans la discussion de l'article, de la publication, insistent bien sur le fait que c'est vraisemblablement par l'apport de l'ablation qu'on va faire basculer le pronostic vers les patients Rhythm Control. Donc là, encore une fois, ça va nous amener à évoquer la question de l'ablation, qui reste une... Et donc agir tôt pour que ça fonctionne aussi, puisqu'on l'a su par d'autres émissions que si on agit trop tard, trop de fibrose, donc cause d'échec. Tout à fait. Alors comme on dit... earlier better, c'est-à-dire que plus on prend une fibrillation, plus on propose un patient en fibrillation atriale dans une forme la plus précoce, paroxystique, à un geste interventionnel, lorsque évidemment il y a une indication chez un patient symptomatique, plus on va avoir, moins on va avoir de complications et meilleur sera le résultat. Juste, je voudrais souligner quelque chose qui est important, je pense, Franck, en pratique, c'est qu'il faut que les patients, même en rythme sinusal, même avec un bon résultat actuellement en 2021, gardent le traitement anticoagulant lorsqu'ils ont un Schätzwert supérieur ou égal à 2. Quoi. Ça c'est aussi un des enseignements, quand on parlait d'affirme tout à l'heure. Eh bien, évidemment, la stratification du risque embolique reste de rigueur, y compris après une ablation que l'on considère être réussie. Merci Franck, on va tout de suite passer aux perspectives. Alors Franck Halimi, justement, on a bien vu l'ensemble sur la FA, mais quelles sont les perspectives en termes de dépistage? Alors, on a pu comprendre à quel point il est important de dépister précocement la FA. On a à notre disposition des outils merveilleux, certains connectés, ça nous projette un peu vers l'avenir, et puis le dépistage automatique, l'intelligence artificielle. Mais plus on dépiste tôt, évidemment, plus on pourra prendre les mesures correctives et puis la prévention, anticoagulation, etc. Alors justement, ça c'était les perspectives de dépistage, mais les perspectives thérapeutiques maintenant? Bon, évidemment, elles reposent sur un ensemble de prises en charge, mais on a bien compris aussi l'importance que prend l'ablation par radiofréquence, par cathéter en tout cas, qui va permettre d'inverser le pronostic rythmique et d'augmenter le maintien en rythme sinusal, dont on a vu dans la discussion à quel point il était bénéfique pour le malade. C'est excellent. Et donc, si vous aviez un mot-clé pour les cardiologues qui nous regardent? Ablation, oui. Dépistage, oui. Mais ensuite, une fois que le patient a été traité, eh bien, il faut l'accompagner. Et ça, ce n'est pas le cardiologue tout seul, et encore moins le rythmologue dans son laboratoire. C'est une approche multidisciplinaire, une prise en charge globale. Et j'inclus la prise en charge de l'hypertension, mais aussi l'obésité, le diabète, l'activité physique, l'accompagnement thérapeutique, et puis dans une certaine mesure un certain soutien, on va dire psychosocial pour certains patients un peu déviants qui se laissent aller, les sédentaires, etc. Écoutez, merci Franck Halimi. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de 15 minutes cardio. Merci de nous avoir regardés. Merci Pierre.